Bienvenue sur Expand YouTube Channel, votre chaîne thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de mercantilisme, qui est le système économique antérieur au capitalisme, libéralisme. Dans la vidéo précédente, nous avions vu qu'au XVIe siècle, l'Espagne se ruine du fait d'une trop grande quantité d'or en circulation dans le royaume, or spolié aux Amérindiens, dans une logique de bullionisme débridé. Le marasme économique de l'Empire espagnol, qui recouvrait alors l'Espagne, les Pays-Bas, le royaume de Naples, le Saint-Empire romain germanique et l'Empire colonial espagnol, permet aux autres États concurrents européens d'alors de monter en puissance, notamment en renonçant au bullionisme stérile espagnol pour adopter le protectionnisme-mercantilisme, lequel protectionnisme-mercantilisme, dont le principe est similaire au bullionisme et pourrait se définir par la volonté d'amasser le plus d'or possible chez soi en favorisant les exportations chez les voisins, tout en limitant au maximum les importations chez soi. Cette politique est soutenue notamment par l'industrialisation en France ou le commerce et la finance en Angleterre. Le besoin d'amasser l'or et les richesses dans ces États européens politiquement instables du XVIe au XVIIIe siècle leur permettait de financer les fastes des cours royales et les guerres incessantes que ces monarchies se livraient entre elles, perpétuellement. L'accumulation d'or sans aucune contrepartie s'étant révélée contre-productif, et compte tenu des limites d'une politique d'encouragement des exportations et de la prohibition des importations sur le seul marché européen, il convenait donc pour ces États de se procurer des richesses bien au-delà de leurs frontières, par la vente de produits issus de leur artisanat et industrie naissante. Entre parenthèses, tapisserie, soierie, draperie de luxe, dentelle, arsenaux, etc. La pauvreté du marché intérieur européen, peu développée, du fait que l'essentiel des richesses amassées par ces pays était destiné au financement des dépenses royales et militaires, a incité ces pays à se créer des marchés extérieurs. Entre parenthèses, l'Inde, la Chine et surtout les Amériques, où se développaient de fortes colonies pour écouler les produits de leur artisanat. C'est dans ce contexte géopolitique que les Européens développent la traite des nègres, qui devient en quelques années une industrie massive, globale, systémique, aux proportions et à échelle inédites dans l'histoire de l'humanité. Le commerce du bois d'ébène a impliqué 4 continents, moult produits exotiques, un nombre vertigineux d'artisanats, d'industries, de sociétés de services et une myriade de main-d'œuvre et autres petites mains. L'investissement sur la traite des Noirs s'est avéré extraordinairement lucratif, avec des réalisations de surprofit au-delà de toute proportion pour les investisseurs. Ainsi, un marchand esclavagiste ou négociant ayant investi 5 millions de reos, la monnaie espagnole d'alors, récupérait 120 millions en quelques mois, soit un retour sur investissement faramineux de 2300%. Ces extraordinaires surprofits permettaient aux marchands et négociants et négriers de construire des bateaux encore plus grands pour augmenter la charge en cargaison de cheptel humain. Ivres de gains et de profits,
Les armateurs embarquaient ainsi 400 esclaves noirs dans des cales qui étaient prévues pour en accueillir 250. Le principe de la traite négrière, qu'on appellera de façon impropre plus tard le commerce triangulaire, était le suivant. Les bateaux négriers quittaient les ports européens, Nantes, Liverpool, Amsterdam, Gênes, etc. Les cales, quasi vides, à l'exception de quelques vieux fusils ou de la vulgaire verroterie, en direction des côtes africaines. Les bateaux attendaient au large des côtes, le temps que les esclavagistes terminent leur razzia et assemblent un cheptel humain suffisant pour remplir les cales. Le cheptel humain et les négriers embarquaient alors dans le bateau pour un voyage en aller simple de 2 à 3 mois dans des conditions effroyables. À l'issue du voyage, les esclaves étaient débarqués et vendus dans le Nouveau Monde, en contrepartie de sucre, d'épices, etc. Pour un destin funeste d'une vie de servitude et de labeur gratuit, dans un monde nouveau et hostile, sans espoir de revoir jamais la terre de leurs ancêtres. L'armateur négrier revenait ensuite sur les ports européens, chargé de sa précieuse cargaison qu'il revendait avec de substantiels bénéfices. Puis il préparait de nouveau son bateau pour une prochaine expédition africaine. Il a souvent été dit que les Africains auraient eu une part de responsabilité dans l'horreur de la traite, dans la mesure où certains ont participé à cet odieux commerce. Mais les planificateurs et concepteurs de l'esclavage furent les Européens, à l'instar du prêtre dominicain Bartholomé de Las Casas, qui, en marge de sa défense du droit des Amérindiens décimés dans l'exploitation espagnole des Amériques, a paradoxalement autorisé la recherche des nègres en Afrique comme alternative à l'esclavage des Indiens. Aux planificateurs et concepteurs s'ajoutent les amateurs, les négociants, les banquiers, industriels, les artisans, les colons, les investisseurs privés, publics, l'État, etc., qui se sont extraordinairement enrichis par le commerce des nègres, dont les taux de profit étaient beaucoup plus élevés que sur toute autre activité capitaliste. À cet égard, voici ce que nous dit un historien comme Pluchon quant à la rentabilité de la traite. La traite négrière a été rentable, au-delà de toute espérance. Toutes les composantes sociales européennes ont largement profité de la traite négrière. Qu'il s'agisse des États, comme l'État français, qui encourageait le trafic négrier en stipulant que toute marchandise antillaise, ramenée par des négriers en échange d'esclaves, était exemptée de moitié des droits de douane. Ou des particuliers, à l'instar des riches familles de Nantes ou de Bordeaux, propriétaires de luxueuses demeures, aux meubles d'acajou. Les esclaves constituaient un capital et pouvaient offrir des avantages non monétaires, tels que prestige, concubinage ou fantasmes de tous ordres. Ce qui rehaussait la valeur subjective de l'esclave par rapport à tout autre type de main-d'œuvre. Au final,
la traite des esclaves, qui est la mise en œuvre de la doctrine mercantiliste poussée à sa limite extrême, à savoir la valorisation du commerce et de l'industrie, la recherche féroce des termes de l'échange favorables, entre parenthèses, acheter à bon marché et vendre cher. Dans le cas de la marchandise bois d'ébène, l'achat étant gratuit. Le maintien des bas salaires dans l'industrie pour produire et exporter à des prix compétitifs, etc. Tout cela a permis, par les profits colossaux réalisés, la création des premières banques commerciales. Amsterdam, la Banque de France, la Banque d'Angleterre, etc. Et le financement de la révolution industrielle, le développement de l'industrie et du commerce et la mise en place du système capitaliste, dont le capitalisme de prédation ou libéralisme qui est toujours en vigueur aujourd'hui, notamment sur le continent africain. Je vous remercie de m'avoir écouté.